pourquoi ce séminaire? Entre autres parce que sur la technologie des shale gas, on a identifié toute une série de risques, qui sont des risques environnementaux, à la fois sur tout ce qui est produits chimiques, pollution des eaux, des questions un peu plus sur les choix de société se posent aussi. On est vers une énergie, on essaie de faire une transition vers des énergies décarbonées et renouvelables. Est-ce que c'est le moment de partir sur une énergie carbonée? Et puis dans la région Rhône-Alpes, ce qu'on a aussi, on a une chance, c'est que sur certaines de ces thématiques, de ces risques, on a des chercheurs académiques qui sont reconnus internationalement et qui sont pertinents pour essayer de faire le point sur l'état de la connaissance, c'est-à-dire faire la différence entre ce qu'on sait et ce qui relève de la recherche, c'est-à-dire ce qu'on ne sait pas encore. Alors pour ça, on organise ce séminaire où tous les intervenants sont des intervenants du domaine académique, ce sont des chercheurs payés par l'État ou par leurs États. Et puis ce séminaire aussi commence une initiative qui s'appelle le Centre d'information et de ressources sur les risques environnementaux et sanitaires, qui est une commande de la région Rhône-Alpes, c'est-à-dire créer un centre de ressources qui va permettre aux chercheurs et au monde académique de mettre en ligne toute une série d'informations sur l'état des connaissances, sur les risques environnementaux et sanitaires, et de faire une interface avec les collectivités, les politiques, les associations, pour proposer une aide à la décision. Donc ce CIRES, c'est quelque chose qui devrait démarrer en 2012, et on a décidé de commencer avec 2 sujets, pour ne pas partir trop loin. Le premier sujet, c'est les gaz de schiste. Et le deuxième sujet, ce serait l'effet des nanoparticules sur la santé et l'environnement. Puisque je voudrais juste, pour bien qu'on soit d'accord sur l'objectif de la journée, c'est que donc il y a toute une série d'activités humaines qui ont des impacts sur l'environnement. Le gaz de schiste en ont eu, c'est une de ces activités. L'objectif de cette réunion, ce n'est pas d'être pour ou contre les gaz de schiste, ce n'est pas notre rôle en tant que scientifique. Notre rôle en tant que scientifique, c'est de présenter des paramètres qui vont aider, donc une expertise, qui vont aider les décideurs ou les associations à se positionner. Alors, pour le gaz, que représentent de ce point de vue les gaz de schiste en termes de ressources? Eh bien, les estimations varient, hein, mais on entend souvent dire 200, mais c'est plus que 200 milliards, 200 000 milliards de mètres cubes. Les réserves actuelles, c'est 187. Donc, est-ce qu'on va vers effectivement des ressources de gaz mondiales doublées? On voit que les grands pays à ressources, c'est les USA, Mexique, Argentine, Afrique du Sud, Chine. Chine, actuellement, on parle d'un rush sur les gaz de schiste en Chine. Afrique du Nord, Europe, là, seule la Pologne et je vais pas vraiment chercher d'ailleurs d'estimation de réserve sur la France. Le Total a certainement ça. Donc on voit que là, il y a un enjeu majeur sur les gaz de schiste en termes de réserve de gaz. Sur la question qui a été évoquée de la profitabilité de la production de gaz de schiste, moi j'imagine bien que si l'EIA prévoit presque 50% de production de gaz de schiste dans la production totale de gaz aux États-Unis, quelque part ça doit être rentable. Alors il y a peut-être beaucoup de gisements qui ne sont pas rentables, mais les compagnies pétrolières ont des moyens d'investissement tout à fait considérables, hein, elles peuvent investir très fortement et donc on peut penser que en effet, si on a ces projections, c'est bien qu'il doit y avoir une certaine rentabilité de l'opération. Dans l'évaluation sociale des avantages et des coûts des différentes options, nucléaire, énergie renouvelable et utilisation des fossiles et éventuellement des fossiles non conventionnels, je crois qu'il y a un chantier, enfin, il y a vraiment un effort majeur qui devrait être mené, non pas au cours des prochaines échéances électorales, mais dans la période 2012-2017, je suis prêt à parier que ça va être véritablement un sujet majeur et qu'il est tout à fait important que ces questions puissent s'inscrire dans des processus démocratiques. Je ne dis pas quel processus, je pense que ça fait partie de la réflexion. Comment on statue des grands choix sociotechniques qui structurent nos approvisionnements énergétiques en tenant compte évidemment des contraintes environnementales. Là, on va étudier des marqueurs minéralogiques ou géochimiques de ces roches pour essayer de comprendre leur évolution dans des déséquilibres, que ces déséquilibres soient d'ordre naturel ou d'ordre anthropique. Et donc là aussi, c'est de l'observation fine sur l'objet naturel, mais également beaucoup d'expérimentation et d'acquisition sur des grands instruments tels qu'on les a disponibles ici à Grenoble.
Sachez qu'à l'heure actuelle, pour le charbon, on envisage, et il y a des fortes recherches là-dessus aux États-Unis, puisqu'il y a de fortes réserves de charbon aux États-Unis, on envisage la notion de brûler le charbon sur place pour ne pas avoir à l'extraire. Donc toutes ces stimulations qui sont des actions que l'on a sur le sous-sol, sont-elles les bonnes? Quelle est la meilleure stratégie? Comment faut-il ensuite forer? Et là, ça concerne effectivement les gaz de schiste. Quelle densité de tuyaux faut-il mettre dans le sous-sol pour être à la fois récupérer l'énergie fossile, mais en même temps éviter de dépenser trop d'argent, à savoir que si vous récupérez un baril, si vous consommez un tiers du baril pour justement extraire ce baril, vous perdez un tiers du baril. Enfin, quelles sont les technologies optimales et quelles sont les perspectives d'amélioration des techniques présentes? Il a été mentionné, par exemple, qu'au début, l'exploitation du gaz de schiste réclamait énormément d'ingrédients chimiques et on a réduit de plus en plus leur contenu. Alors, ce qui va m'intéresser dans cette présentation, c'est vous expliquer que que la description que l'on fait des processus physiques qui s'exécutent lors de l'extraction ne sont pas si bien connus que ça et qu'il y a énormément de zones d'incertitude. Cela a des conséquences et qu'il faut comprendre pourquoi, par exemple, la pression dans les puits décroît lors de l'extraction. Il faut comprendre quelles sont la durée finalement de production. Est-ce que c'est les semaines, les années? Quelles sont les pressions de fracturation? Donc, quel type de stimulation faut-il faire? Et enfin, les flux d'injectés et l'évolution du puits. Et donc, pour moi, ce qui m'intéresse beaucoup de vous souligner, c'est est-ce que les modèles de fracturation à l'heure actuelle, dans cette description que vous voyez partout dans les journaux, ces modèles sont-ils corrects? Et finalement, est-ce que les modèles de production, qui quand même calibrent l'ensemble des interventions au jour d'aujourd'hui, et l'exposé précédent vous le montre, tous ces modèles de production sont-ils bien prédictifs? Autrement dit, est-ce qu'on sait vraiment les caler? Et donc j'aimerais porter votre attention sur cet état de connaissance, et vous comprendrez que mon message, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on fait très peu, très très peu, contrairement à ce que les gens disent, pour surveiller notre environnement proche de nous. Alors c'est l'impact justement sur l'environnement, c'est l'impact sur les nappes aquifères qui a été mentionné par le premier intervenant. Et finalement, en cas de choc, en cas de problème, en cas de fuite, en cas de catastrophe, quelles sont nos capacités de réaction pour réduire ces effets? Et sachez-le bien qu'on a différents exemples entre l'activité du pétrole profond comme au golfe du Mexique. Si on a une fuite, quelle est la capacité pour nous d'arrêter cette fuite ou une catastrophe nucléaire? Par contre, la question que j'aborde pas, elles sont dans l'exposé précédent, c'est doit-on exploiter ces énergies renouvelables non conventionnelles? Comment combiner? C'est tout le débat de société sur lequel les scientifiques peuvent intervenir. Et c'est certain que le scientifique a un mot à dire. C'est un acteur, mais ce n'est pas un décideur. Ce n'est pas à nous à décider. C'est un enjeu de société. Donc nous devons apporter des réponses à des questions précises. Et c'est le but et la raison de mon intervention ici. Alors il faut bien voir qu'il y a des petits rappels à faire. Effectivement, la croûte supérieure, superficielle, nous donne nos ressources dont nos sociétés ont besoin. Nous sommes à l'heure actuelle de plus en plus gourmands, comme il a été mentionné. Nous savons que nos ressources sont en nombre limité, ce n'est pas un scoop, et que leur utilisation a un impact sur l'environnement de plus en plus important. Que pour le gaz, des procédures dites non conventionnelles sont envisageables. Économiquement, car l'énergie devient plus chère, effectivement, à $100 le baril, on commence à envisager ces techniques-là, qui sont connues depuis fort longtemps. Il ne faut pas croire que c'est découvert récemment. Et bien sûr, les problèmes de répartition géographique pour éviter les guerres futures pour l'énergie. Pour vous montrer un petit peu l'évolution qui est actuelle, nous avons eu ce qu'on appelle le pétrole facile. C'est le pétrole des bassins sédimentaires, celui typiquement du Sahara ou du Moyen-Orient, à quelque chose comme le coût de moins de $2 l'extraction du baril au jour d'aujourd'hui. Par contre, on est passé après au pétrole des marges. C'est l'Angola, c'est un pétrole c'est la mer du Nord, c'est des pétroles que l'on a sous des profondeurs d'eau de 100 mètres. C'est le pétrole sur lequel nous sommes en train de finir notre vie énergétique. Et nous abordons la phase, vous en êtes peut-être très bien conscient, du pétrole dit profond. Dans le golfe du Mexique, on va de plus en plus loin. Le Brésil est un pays qui a découvert ce pétrole profond et Petrobras, la compagnie, a une grande expertise sur ces problèmes d'extraction, où on va chercher
jusqu'à plus de 4 km de profondeur, voire 6 km de profondeur sous 2 km d'eau, ce qui se passe sous le basalte et sous les sels de ce pétrole, nous commençons à vivre au jour d'aujourd'hui, notre société mondiale commence à vivre sur ce pétrole profond. Et puis nous avons le pétrole ultime, qui est le pétrole qui va se retrouver dans des petites poches. Et sachez que nous avons de ce pétrole ultime en France, ce sont ce qu'on appelle les avant-pays, tectoniquement actifs, qui ont été déformés, qui fait que les poches sont petites. Ce sont l'avant-pays des Pyrénées, c'est les Apennins en Italie, c'est la chaîne andine avec la Bolivie, pour vous citer. Et pour vous indiquer que ce pétrole ultime est un enjeu majeur dans les années futures, cela réclame de la part des pétroliers un investissement de recherche important. Et je dois mentionner que cette difficulté d'imagerie à des grandes profondeurs, 6 km, 10 km, pose des enjeux difficiles et que l'industrie pétrolière demande aux universitaires les moyens pour pouvoir mieux éclairer, on est avec une vision floue, mieux éclairer ces zones profondes et que et que les recherches que nous menons à ISTER et dans d'autres laboratoires de France, mais également autour du monde, sur ces problèmes d'imagerie haute grande profondeur, je suis soutenu, nous sommes soutenus par des consortiums financés par les compagnies pétrolières, que ce soit ExxonMobil, Total, Eni, Saudi Aramco, BP, Shell, etc., CGG Veritas. Donc je suis, moi, sismologue, non pas prestataire de services des compagnies pétrolières, mais proposant des techniques d'imagerie haute résolution à des profondeurs de l'ordre de 4 à 10 km. Et ces compétences-là, qui est pour l'instant dans le domaine universitaire, les compagnies pétrolières sont intéressées à les migrer dans le domaine opérationnel. Donc vous voyez, je me présente et vous avez, avec cette lecture-là, la capacité d'analyser ce que je vais dire suivant votre vision des choses. Je ne me cache pas. Je pense que c'est très important de savoir quelles sont nos réserves, puisque quand vous prenez l'avion, vous êtes responsable de la consommation d'énergie. La fracturation est la base de cette technique dont on parle. Alors, on parle beaucoup de fracturation, d'hydrofracturation, mais on donne peu de chiffres. L'Amérique du Nord, effectivement, sur les gaz de schiste, typiquement, les puits sont à des profondeurs de 2 km. Et on travaille à des températures de 100 à 150 degrés Celsius. Ce sont les températures actuelles de ce que l'on a comme processus d'exploitation de gaz. Et nous savons que la pression de fracturation que l'on a, c'est de l'ordre de 0,7 kbar, 70 mégapascales, excusez-moi. Alors bien sûr, il faut toujours convertir tout ce qui est les inch per les conversions anglo-saxonnes, qui est toujours la cauchemar des Européens pour arriver à tirer ces chiffres. Voilà. Et nous savons que, par exemple, au Moyen-Orient, il y aura des gaz de schiste. Il faudra aller plus profond, de l'ordre de 3 à 4 km de profondeur. Les températures seront plus importantes, ce seront 200 degrés Celsius. Donc il y aura des processus physico-chimiques plus importants à maîtriser. La pression de fracturation sera de 1,5 kbar. Je parlerai à la fin, mais je ne détaillerai pas ce qu'il en est au niveau de la sismicité induite à grande échelle. Mais là, nous dépassons les relâchements de contraintes associés au séisme. Je pense que Jean-Robert Grasso en parlera plus en détail cet après-midi. Donc le rendement est fonction de plusieurs choses. Il est fonction de la taille des fracturations que vous êtes capable de faire, mais aussi de la connectivité entre les différentes fractures pour faire migrer le fluide avec le gaz intégré. Donc nous avons ici le problème de cette notion de longueur et de conduction, et bien sûr, dans un contexte qui est le tas actuel tectonique local de la région et qui est l'état de contrainte, ainsi que l'intégrité de la matrice, la roche, par cette microfracturation. Donc non seulement il nous faut des modèles pétrophysiques, il nous faut des modèles géologiques, mais il faut des modèles géomécaniques pour bien comprendre ce qui se passe dans le sous-sol. Et à l'heure actuelle, ces modèles sont trop grossiers, du moins à ma connaissance. Alors, bien sûr, ce que l'on constate, c'est que finalement, dans les bilans sur l'Amérique du Nord, 2 tiers des puits attendus, 2 tiers des puits creusés ne répondent pas comme attendu. Autrement dit, et ça a été présenté par le premier orateur,
il y a beaucoup de puits qui ne répondent pas comme on souhaiterait ou comme on attendait qu'ils répondent. Donc on a des difficultés de prédiction. Et donc nos modèles de simulation sont pas corrects à l'heure actuelle. Et ici, vous avez par exemple le taux de gaz récupéré en fonction de la durée. Et ici, vous avez typiquement quelque chose qui est sur une année. Et vous avez ici une production décroissante à partir du moment où vous décidez d'extraire le gaz, qui fait que vous avez soit ce qu'on appelle le comportement linéaire, comportement hyperbolique. Si nous avons un comportement linéaire, ça veut dire que nous avons une extension latérale de l'efficacité d'un puits de l'ordre de 1,5 km². Si nous avons un comportement hyperbolique, nous avons un impact sur une zone beaucoup plus réduite du puits. Cet impact et cette surface conditionnent évidemment la répétition des puits que l'on va mettre pour extraire efficacement l'ensemble de ce gaz piégé. On vous donne comme chiffre souvent classiquement des puits tous les 200 mètres, enfin des tuyaux tous les 200 mètres. Ceci est fonction de ces modèles prédictifs, de ces modèles géomécaniques. Le 200 mètres n'est pas un chiffre bien établi. Par contre, on peut vous montrer que si nous allons vers des modèles numériques calibrés, ce qu'on fait le mieux à l'heure actuelle dans l'état de l'art, nous sommes capables d'avoir une estimation de la production et donc du comportement du puits avec ces modèles calibrés. Malheureusement, ils sont assez peu utilisés pour l'instant, mais c'est ce qu'on appelle the state of the art. Pour continuer, pour arriver à ma conclusion, il y a une sismicité induite. Je ne parlerai moi que de la microsismicité induite par la fracturation. Je laisse le plaisir à Jean-Robert Grasso de parler de l'impact que cela peut avoir sur les failles sismiques. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand vous indiquez que vous avez fracturé certaines zones dans lesquelles se trouve gaz piégé, c'est beaucoup plus complexe que cela. Il faut bien comprendre ce que les structures naturelles fracturées comment vont-elles réagir par rapport à cette hydrofracturation. Et en fait, on peut constater que dans les zones karstiques, on a des grandes cheminées et l'activité sismique que vous voyez ici dans ces cheminées qui sont représentées en rouge fait que vous pouvez dépasser largement la zone associée au piégeage gaz et que vous pouvez interagir non seulement dans les puits, mais par ces cheminées, avec tous les systèmes, notamment les systèmes de nappes phréatiques. Et donc, même si la technologie des puits profonds est correctement maîtrisée pour éviter la pollution des nappes phréatiques, il faut aussi à ce moment-là comprendre géologiquement quels sont les transferts de fracturation locale pour éviter de polluer nos nappes phréatiques et donc finalement de perdre aussi un problème majeur que nous avons dans nos sociétés, c'est la ressource en eau comestible. Il est extrêmement important pour nous de faire un suivi temporel de haute résolution pour des écoutes actives et passives de manière à réduire notre impact environnemental. Et ceci, il faut le prévoir avant la mise en œuvre de ces extractions. Et ce que malheureusement, on est souvent dans la configuration du pompier, on arrive après et pas avant. C'est vrai aussi pour les centrales nucléaires qui, en termes d'impact environnemental, ont extrêmement peu de capteurs enfouis, je dirais, autour de la zone d'impact nucléaire. Parce que l'originalité un petit peu de notre approche était que comme je suis chimiste, je me suis dit, mais là, à 2000, 3000, 4000 mètres, là, qu'est-ce qui se passe? C'est un réacteur chimique. Il y a des centaines de produits, on a vu, forte température, forte pression. Tout ça, qu'est-ce que ça fait? Dans les laboratoires, on appelle ça des réacteurs chimiques. Eh bien là, je pense que c'était un laboratoire souterrain qui est excellent parce qu'il est complètement isolé de l'extérieur et là, il peut se passer plein de choses. Et apparemment, peu de gens se sont intéressés à qu'est-ce qui rentrait et qu'est-ce qui sortait. Parce que ce qui sortait n'était pas tout à fait ce qui rentrait. Et là, c'était un véritable problème. Donc tout ça, bien entendu, posait problème parce que les effets peuvent être extrêmement large, ça va de la destruction de la matière organique qu'on appelle l'effet corrosif. Et il y a plein de produits corrosifs dans ces fluides, de la soude, de la potasse, de l'acide chlorhydrique, l'acide fluorhydrique, il n'y a rien de pire que ça dissout même le sable, alors vous voyez un peu, des effets irritants, allergisants, etc. Mais
ce qui était vraiment le plus problématique, c'était tout ce qui traitait des effets à long terme, et en particulier des effets, vous voyez ici, des effets qu'on appelle génotoxiques, qui regroupent ces deux-là, c'est-à-dire des effets sur les cellules normales, donc qui peuvent amener à des cancers chez l'individu, ou si ça agit sur des cellules sexuelles, eh bien, ça amène à des effets tératogènes. Vous voyez, ces effets tératogènes, ce sont des malformations. Donc, on va essayer très très vite de voir quels sont les différents types, si vous voulez, d'effets qu'on va observer en, bien sûr, se centrant plutôt sur ces effets génotoxiques, étant entendu qu'à l'heure actuelle, les préoccupations de beaucoup de personnes qui s'occupent de problèmes de santé, tout ce qui touche non plus à l'individu lui-même, mais à sa descendance, c'est-à-dire les effets reprotoxiques et ce qui, à l'heure actuelle, a la grande mode, qui sont les perturbateurs endocriniens. Mais à mon sens, dans le problème de tous ces fluides, c'est plutôt ici qu'il faudrait vraiment s'interroger. Les produits qui sortent à l'état de gaz et où là, vraisemblablement, l'action, et ça va toucher surtout les travailleurs qui sont amenés à extraire ces produits, ce sont les hydrocarbures, vous voyez toutes ces séries d'hydrocarbures là qu'on voit ici, l'hexane, le toluène, etc., qui sont des produits qui, à faible dose, peuvent amener des troubles assez insidieux du type troubles du comportement, etc., effets neuropsychologiques, etc., et qu'il faudrait vraiment prendre en compte parce que pratiquement personne, ne parle des effets de tous ces produits qui sortent sur les travailleurs. Et moi, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez dommageable. Il y a des produits que, par exemple, que l'on voit, là, on se demande comment ça se fait qu'ils sont là, mais par exemple celui-ci, là, qu'on appelle le perclos, vous savez, à l'heure actuelle, il y a des tas de problèmes sur les pressings à froid, sur ces machins, parce que ça amène le cancer, en fait, hein, c'est un cancérogène hein, chez l'homme. On se dit, mais pourquoi vont-ils mettre du perclos dans tout ça? C'est vraiment l'alcool, on comprend, hein, parce que ça quand même pas mal, mais le reste, bizarre. Produits, alors là, en tant que chimiste, je suis alors effaré, absolument effaré, qu'on utilise des produits comme ça. Celui-ci, là, c'est l'oxyde d'éthylène. J'ai été confronté il n'y a pas longtemps à des reproches très amers du ministère de la Santé parce que j'ai participé au lancement de cette campagne des biberons, hein, la stérilisation des biberons à l'oxyde d'éthylène. Paraît-il qu'il y a 10 ans que ça aurait dû être réglé. Paraît-il que le ministre n'est pas content du tout, mais bon, ils ne font pas leur boulot, c'est pas le nôtre, nous on fait le nôtre. Eh bien, cet oxyde d'éthylène, on ne comprend pas pourquoi ils mettent des choses pareilles. C'est vraiment invraisemblable. Le formaldéhyde, on peut comprendre parce que c'est un agent antiseptique très puissant, sauf que c'est un cancérogène puissant chez l'homme. Et là, on se pose quand même des questions. Comment se fait-il que dans des traitements de cette nature, on est obligé de sélectionner des produits qui ont un impact aussi important sur la population humaine et animale, hein, bien entendu. Voilà, donc j'ai essayé de sélectionner là, avec mes collègues un certain nombre de produits et vous voyez que quand même, si on prend simplement les produits cancérogènes, il y en a presque une dizaine et c'est 10 de trop. C'est 6 de trop en tant qu'europrotox et un produit totalement inconnu en général de tous les chimistes, connu de quelques biologistes et qui est vraiment étonnant de trouver dans ces liquides parce que c'est utilisé pour déclencher chez les rongeurs, les rats, les souris, des cancers spécifiques de la lèvre et de la langue de la bouche. Et ça, de voir ce produit, moi, ça m'a vraiment étonné. Et il y a des concentrations non négligeables. Hein. L'État de New York a montré que c'était par gramme qu'on trouvait ce produit. C'est absolument invraisemblable. Mais il y a des peracides, des percelles, tout ça. Et tout ça, ça peut très très facilement oxyder. Est-ce que ici, on a mis des produits
qui étaient simplement allergisants, et on en ressort des forts mutagènes, forts cancérogènes, et mutagènes, pas simplement pour l'homme, hein, on peut aussi imaginer que ces mutagènes sont capables de faire des mutations sur les bactéries qui sortent en même temps, hein, qui ont résisté à tous les traitements. Et là, ça peut poser des problèmes. Que quand vous avez mis un espèce de chapeau comme ça, énorme, sur une des bases de l'ADN, eh bien, vous allez à des mutations. L'organisme a beaucoup de mal à réparer ces mutations. Et malheureusement, vous allez là développer des cancers de la cavité buccale ou d'autres cancers. Et là, ça explique des choses très étonnantes. Par exemple, dans les journaux locaux de la Louisiane, on explique que, par exemple, des bovins qui avaient bu tout ça étaient morts. Il y avait, je ne sais plus combien de bovins, une trentaine à peu près, et qu'ils avaient la bouche totalement ensanglantée, la langue sanguignolante, etc. Et que par ailleurs, les chiens, comme ça fait 10 ans qu'aux États-Unis on fait d'abord expérimentalement, puis depuis 5 ans vraiment intensivement, l'exploitation des gaz de schiste, eh bien, les gens se plaignent que leurs chiens meurent de cancer de la cavité buccale. Ça, c'est quand même étonnant. Je ne sais pas si vraiment il y a eu des personnes qui ont fait les rapports entre les deux, mais moi, ça m'a un petit peu choqué. Ces structures qui sont percolantes sont des structures extrêmement complexes. Alors, ce sont des structures fractales, mais au-delà de ça, ça veut dire qu'on a une complexité de la connectivité d'une structure qui est une complexité à toutes les échelles. Ces structures-là, elles sont faites de quelques chemins essentiels. Alors, on peut les voir ici. On voit que de la structure précédente, il n'y a qu'un seul chemin percolant. Ce qui veut dire qu'il y a énormément d'impasses. Il y a énormément aussi de zones où le flux est assez faible. Et cette structure percolante, elle a des propriétés de piégeage des éléments, des contaminants qui sont potentiellement énormes. Donc ce n'est pas parce qu'une structure est percolante qu'elle mène nécessairement à une contamination. Et la dernière chose, c'est que c'est une théorie statistique, la percolation. Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fondamental. D'un côté, on a soit une fracture, une faille qui est d'ordre kilométrique, qui traverse les formations géologiques, et qu'on identifie avec des méthodes déterministes, avec des méthodes sismiques, avec des méthodes géologiques, etc. Géophysiques. Pour ce cas où on a un scénario avec des connexions par des petites fractures, on a un milieu qui va entièrement réagir. Donc ce n'est pas un élément déterministe, c'est statistique, un comportement commun de ces différents éléments. Et ce sont des données pour caractériser l'un et l'autre qui sont extrêmement différents. D'un côté, c'est l'identification des structures majeures, de l'autre côté, en termes d'observation géologique, ce sont des choses qui sont complètement différentes. Et on a un cas intermédiaire, qui est probablement le cas le plus complexe, où on a à la fois une connectivité par des grands éléments, donc on voit ici ces grands traits représenteraient chacun une fracture, c'est un modèle synthétique de fracturation, et on voit aussi des tout petits éléments, et les deux contribuent à la connectivité. Et ça, c'est un cas intermédiaire qui pose une difficulté théorique, c'est qu'on n'a pas de cadre théorique pour le modéliser. Il est une échelle entre différentes voies de percolation, peut-être de quelques centaines de mètres, elle peut être aussi de quelques kilomètres. Et pour le savoir, il faut connaître, alors là, énormément d'informations sur le système, beaucoup plus qu'avant. Pas simplement la densité de fractures, mais aussi la distribution d'orientation des fractures, les corrélations entre fractures, et d'avoir une information géologique beaucoup plus riche sur la fracturation. Une deuxième conclusion qui est que les caractéristiques hydrauliques sont extrêmement spécifiques. Ce n'est pas de l'hydrogéologie classique. On a une localisation des flux qui est extrêmement forte. En hydrogéologie, on ne sait pas faire ça. Tout simplement parce qu'on s'intéresse aux aquifères. Les aquifères, on s'intéresse à la ressource en eau. S'il y a de l'eau à un endroit, il y en a aussi un peu plus loin. Et donc, la difficulté aussi de cette localisation des flux, c'est de les identifier. Pour les identifier, les méthodes géophysiques ne permettent pas d'avoir une identification d'une fracture qui coule à une résolution de quelques dizaines de mètres.
on peut avoir des informations, et qui sont des informations indispensables sur l'état de la fracturation, sur le développement de la fracturation hydraulique dans le milieu, mais on n'aura de toute façon pas une image de la fracturation du milieu. Donc il faut faire sans cette connaissance-là et remplacer cette connaissance-là par une modélisation qui soit une modélisation pertinente. Donc la démarche de modélisation, c'est typiquement d'utiliser premièrement toutes les données qu'on a et d'acquérir ces données-là. Si on n'a pas de données, c'est même pas la peine de faire une étude de risque. Les données sont essentielles. C'est une condition nécessaire. Alors ce n'est pas tout à fait une condition suffisante parce que les données de fracturation ne donnent pas en soi une image de la fracturation du milieu. Donc on a besoin d'avoir un modèle, de faire des simulations sur ce modèle et après, en fonction des résultats, des scénarios hydrauliques, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les scénarios de connectivité, de les calibrer sur le milieu. Donc typiquement la caractérisation de la fracture prend des informations géologiques, géophysiques et qui sert à bâtir des modèles qui sont des modèles qui remplacent ce qu'on ne peut pas voir. Donc ce sont des modèles de pensée, ce n'est pas nécessairement comme ça qu'est fait le milieu naturel, mais ils ressemblent suffisamment pour qu'on puisse faire une étude de risque à partir de cela. On fait une modélisation des flux, modélisation numérique, in silico de ces flux, avec un modèle qui est nécessairement un modèle stochastique. La raison pour laquelle c'est stochastique, c'est que l'incertitude au départ qu'on a sur le site, le manque de données, se reflète sur la stochasticité du modèle. Sur ces modèles-là, on va identifier les scénarios hydrauliques possibles. Alors typiquement ici, c'est un cas théorique où on aurait la distribution de probabilité de la perméabilité. On pourrait associer la perméabilité au risque de fuite. Typiquement en rose, donc on aurait des cas qui sont plutôt des cas étanches. La partie ici du triangle, on aurait des cas qui sont des cas où on a une fuite possible. Et ça, c'est intéressant de poser le problème de cette façon-là, parce que le but de l'étude n'est pas de connaître la distribution complète des scénarios possibles. Le but de ce qu'on cherche à faire, c'est d'exclure l'éventualité qu'il y ait une fuite qu'on n'aurait pas prédite. Donc on ne cherche pas à étudier l'intégralité de la courbe, finalement, on cherche à étudier ces cas-là. Et au niveau modélisation, c'est un problème complètement différent. Il ne s'agit pas d'étudier le modèle, le milieu dans son ensemble, mais d'exclure l'éventualité d'une fuite. Alors ça, on peut le faire d'autant plus qu'on a un monitoring du milieu. Et le monitoring du milieu, comme ça a été très bien dit ce matin, ça commence avant toute exploitation. L'état de référence, c'est un état qui est indispensable, c'est 50% de l'information. Si on n'a pas ça, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais ensuite. Et ce sont des informations, comme on peut le voir là, on voit à droite l'effet de la fracturation, en rouge on voit la sensibilité à la fracturation, et ça donne l'idée de ce qui peut se passer si on développe un chemin d'écoulement. Si on développe un chemin d'écoulement en connaissant ce qui se passe avant, on va avoir cette tache rouge. Donc on va avoir une information sur la fracturation qui est une information qu'on ne pourra plus avoir après, sur la connectivité qui a été induite par la fracturation hydraulique. Et il y a une dernière chose, c'est que la production de cette énergie requiert des surfaces extrêmement grandes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique. Les déchets nucléaires, c'était un site. On mettait le paquet sur un site. Et on faisait énormément d'observations, d'expérimentations sur ce site-là. Le fait que ce soit beaucoup plus distribué change le type de méthode à mettre en œuvre. On n'utilisera pas les mêmes méthodes, tout simplement pour une question de coût. Donc il y a un besoin de développement de méthodes de caractérisation et de monitoring qui ait un coût qui soit possible pour l'exploitation de cette énergie. On se retrouve ici à essayer de prédire la possibilité d'un séisme déclenché par une exploitation. Ce n'est pas complètement nouveau. On réactualise nos connaissances par rapport à ce qu'on sait des perturbations humaines à l'échelle de la croûte terrestre. Alors pour refaire le point sur l'état de l'art, un séisme actuellement, quand il est naturel, on ne sait pas le prédire. Donc s'il n'est pas prévisible, est-ce qu'on peut faire mieux dans le cas où c'est une perturbation humaine? Pour donner le contexte, un séisme sur la Terre, on le voit actuellement comme un problème de tas de sable, marginalement stable,
On a parlé de quelque chose de critique tout à l'heure dans le cas d'une transition de deuxième ordre de percolation. C'est pareil. Vous jetez un grain sur un tas de sable qui est à l'équilibre. Pardon. Vous jetez un grain sur un tas de sable qui est à l'équilibre. Ce grain, il a trois possibilités. Soit il reste dessus, soit il ressort. Il ne s'est rien passé pour le système. Vous avez sorti du gaz, vous avez sorti de l'huile, vous avez créé un barrage. Soit il se passe quelque chose, une instabilité qui démarre. Et si elle démarre, cette instabilité, on ne connaît pas sa taille. On sait simplement qu'il y a plus de chances qu'elle soit petite que qu'elle soit moyenne ou qu'elle soit grande, et qu'elle suit la loi puissance qui a été montrée précédemment. C'est-à-dire qu'on a une probabilité de distribution. Et le vrai problème de la sismicité, c'est un peu ça. Quand le séisme démarre, il ne sait pas s'il va être grand ou pas. C'est-à-dire que quand on exploite sur Terre, dans le contexte, on sait qu'à peu près toute activité humaine crée un séisme. Imperceptible. Le plus petit séisme, c'est une dislocation, hein, au sens de la matière. Le plus gros, c'est celui qui casse la Terre en deux. Éventuellement, s'il est suffisamment fragile. Entre les deux, tous les séismes, on les voit comme quelque chose qui est plutôt du fluage, avec des micro-ruptures et une échelle donnée. Ensuite, il y a d'autres processus qui sont les flux d'injection et la récupération. Donc je vais me concentrer surtout dans l'injection et la récupération de fluides, ces principaux fluides récupérés étant soit de l'huile, soit du gaz, et l'injection étant un moyen de récupérer les fluides précédents, utilisé aussi dans la géothermie. Donc premièrement, convaincre, dans le cadre d'une situation bipolaire entre l'exploitant et la société, qui a vraiment une responsabilité quelque part, et qui a un lien entre l'exploitation et la sismicité. Un exemple évident, j'ai cité ici le nombre de séismes par jour, en fonction des jours de la semaine, dans une mine, on arrête de travailler, la sismicité décroît. Donc c'est une démonstration qui satisfait les deux parties. Des choses un peu plus compliquées. À gauche, la sismicité dans le nord de la Nouvelle-Zélande. Les zones hachurées au sud, c'est les endroits où le risque sismique était admis comme existant avant les années 90. Et puis vous avez un petit flocon en haut à gauche de deux petits séismes qui changent la carte d'aléas prévue par le sismologue. C'est-à-dire qu'on a changé le caractère état d'équilibre marginalement stable où, ah tiens, là il se passe quelque chose de nouveau, déclenché par l'exploitation d'hydrocarbures. Alors c'est pas aller très loin, hein, mais étude 2, 3, mais c'est un changement assez fondamental. Ça a arrêté des petits disjoncteurs dans des centrales locales. Et puis à droite, qui est en fait l'extrême gauche, hein, donc en Union soviétique, ben vous avez le même changement de zonation sismique. Les chiffres romains, c'était ce qui se passait avant, mais étude 5 au plus gros en termes d'intensité ressentie. Et puis, autour de cette ville, ici, dans les années 76, dans une zone aussi calme que le bassin parisien, à la même distance à peu près d'un front de collision, 3 magnitudes 7 en 8 ans. L'exploitation du gisement de gaz qui faisait à peu près 50 km de long, rasé. Les gens se sont posé une question. 2 séismes, magnitude 7, 76 à 3 mois d'intervalle. Ils reconstruisent la ville, ils reconstruisent le gisement, à nouveau rasé en 84. Plus près de chez nous, eh ben, vous avez la belle sismicité pyrénéenne, et puis légèrement au nord des Pyrénées, vous avez aussi un essaim de séisme qui est complètement corrélé à l'exploitation du gisement de lac. Pour aller au-delà d'une corrélation, et on répond comme ça à la question qu'on a posée ce matin, est-ce que le séisme de Blackpool est lié à l'exploitation ou pas? On répond oui ou non, on n'a pas appris grand-chose. Pour aller plus loin, il faut un lien direct avec les producteurs. Donc il faut qu'il y ait un lien entre politique, producteurs et citoyens et scientifiques pour partager ces mêmes données, comme on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Sans l'historique, on n'apprendra rien. Si on vient maintenant à ce qui nous intéresse ici, globalement, dans le cadre d'exploitation d'hydrocarbures, classiquement, on en a parlé ce matin avec Nick, les premières choses qu'ont fait les pétroliers pour récupérer, c'était d'injecter, comme récupération secondaire. Donc quand on injecte, je suis allé un peu vite, on diminue la pression de fluide, on augmente la pression de fluide, on diminue la contrainte et on va déclencher une instabilité de friction éventuelle. Et puis alors ce qui a été assez nouveau dans les années 80, 90, c'est qu'on s'est mis à extraire. Donc et déclencher les séismes quand même. Donc on a cherché à comprendre pourquoi en diminuant la pression, alors que le modèle précédent nous prévoyait qu'en diminuant la pression on devrait stabiliser, on crée des séismes. Bon, on s'apercevra que dans ce cas-là, c'est une contraction du réservoir, donc c'est stable dans le réservoir. On verra qu'on augmente la fracturation quand même qui permet de produire plus que prévu grâce à ces petits séismes. Mais par contre qu'autour, là les roches répondent, et là on a des séismes plus importants. Et on peut aller connecter à des failles régionales, et on peut avoir des séismes très gros. Donc, et le nombre de séismes. Le vrai problème, c'est que si vous regardez l'énergie, les plus gros séismes ont lieu après qu'on arrête d'injecter.
C'est-à-dire qu'on a une perte de contrôle totale sur ce qui se passe à grande distance. Et ça, on ne comprend pas. Et c'est ce point-là qui est fondamental pour les gaz de schiste. Pas la microfracturation, pour moi sismologue, liée à l'injection hydraulique, qui est importante pour les géochimistes et circulation de fluide. C'est qu'est-ce qu'on injecte en profondeur, qui va créer des séismes connectés à des grandes failles qu'on ne contrôle pas. Donc pour le sismologue, on éclaire le gaz de schiste sous un autre angle, qui est l'angle des fluides résiduels injectés à grande profondeur, et non pas la fracturation hydraulique. Deuxième point de désaccord avec Jean Verrieux ce matin, mais c'était important de le partager, c'est dommage qu'ils ne soient pas là. Alors, problème de la prédiction. Si on fait une exploitation, l'exploitant, lui, veut essayer de savoir s'il y a un séisme dans son réseau. Pourquoi? Parce que ça cisaille des forages et ça coûte de l'argent. La société elle a envie de savoir s'il va y avoir un problème en local et jusqu'à quelle distance. Donc le où, on sait à peu près ce que c'est. Le quand, on a vu qu'il y avait peut-être un seuil de 30, de seuil de production, ou peut-être même d'une manière de produire. On pourra en discuter. Hein. Peut-être qu'en produisant de façon plus lente, eh ben, on peut arriver à minimiser les impacts. Le problème de la taille. Là, vous avez une courbe qui représente, pour les cas de réservoir barrage, en français, hein, on dirait donc mise en eau de barrage. Les points blancs, c'est la hauteur du barrage. Et les points noirs, c'est la taille du séisme. Sachant que les magnitudes sont à l'échelle log-log, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de relation. Donc ça veut dire qu'en construisant un barrage quelque part, quelle que soit sa hauteur, il va déclencher quelque chose. Et ce qui est déclenché n'a absolument rien à voir avec la force que vous mettez. Donc ça veut dire que c'est un système, on peut l'appeler complexe, on peut dire non linéaire, en tout cas qu'on ne contrôle pas. Donc dans le cas d'une exploitation, on a moins de données, parce que les gens, il y a une prise de conscience plus récente liée à l'historique de production. C'est-à-dire que principalement, historiquement, les productions étaient superficielles, donc on avait de la déformation, pas de séisme. On est allé plus profond, des roches plus compétentes, donc plus de chances d'avoir des ruptures. Troisième point plus important, c'est que là, on va stimuler de façon intensive avec des injections de fluides profondes. Parce qu'on a tous ces fluides-là qui sont complètement toxiques et dont les gens ne savent pas quoi faire. Beaucoup d'endroits, y compris l'Arkansas, on l'a vu tout à l'heure, ils ont choisi une solution. C'est l'injection profonde. C'est le plus simple, c'est sur place, ça peut peut-être colmater, on ne sait pas trop, on ne sait pas où ça va, c'est parti. Et là, on ne contrôle rien. Donc l'alerte majeure en tant que scientifique, c'est le problème, il est là. Donc le combat pour les géochimistes, il est plus en surface. Pour les géophysiciens sismologues, je dirais, attention à ce qui se passe en dessous du réservoir. Ce qui est intéressant de savoir, je vous rappelle, le développement durable et participatif, c'est le pari que si on demande aux gens de participer et qu'on les conscientise et qu'on les informe sur les problématiques environnementales, ils vont d'emblée changer de comportement, modifier leurs valeurs, etc., etc. On présume, en fait, qu'avec une vraie connaissance et des vrais savoirs, les attitudes vont suivre. Les représentations vont suivre et les valeurs vont suivre, ce qui est complètement faux. On peut en savoir beaucoup et simplement devenir de plus en plus ancré dans notre représentation du monde. Et on peut changer de représentation du monde sans qu'il y ait eu une connaissance scientifique nouvelle. Parfois les deux sont liés, parfois les deux ne le sont pas. C'est qui rend nos propos difficiles à comprendre pour beaucoup de scientifiques d'ailleurs. N'empêche que le pari du développement durable, il est celui-là. La durabilité de la croissance économique dépend de la participation de tous les acteurs qui sera produite par la conscientisation. On leur dit que ce n'est pas bon de faire certaines choses et les gens vont arrêter de fumer. Ah, déjà, on commence à avoir des problèmes. Alors moi, ce que j'aime bien quand on parle d'acceptabilité sociale d'une mesure technique ou d'une politique climatique, c'est qu'on essaie de vendre plus ou moins l'idée, c'est qu'on essaie de comprendre pourquoi les gens acceptent plus ou moins de changer de comportement. Ce qui m'intéresse dans mes recherches, moi, c'est l'inacceptabilité sociale des politiques climatiques et des politiques énergétiques. Qu'est-ce qui fait que ça cloche? Quels sont les obstacles? Alors là, les facteurs sociologiques, il y a des grandes tendances. Hein. On ne fait pas du bricolage. On est capable de dire certaines choses. On sait qu'avec le niveau d'éducation qui monte, il y a une prise de conscience environnementale plus grande. Les gens vont faire un peu plus d'efforts au quotidien et vont voir des voitures qui polluent plus parce qu'elles vont être plus chères et qu'ils habitent plus loin en banlieue parce qu'ils ont une maison. Facteur psychologique, il y a effectivement l'indifférence. De plus en plus, il y a quand même un mouvement climato-sceptique qui n'est pas négligeable, même en France, sans parler des États-Unis, bien sûr. La fatigue psychologique, un des effets les plus forts de la psychologie, je trouve, de la dimension psychologique, c'est le poids d'habitude. Je sors de chez moi, je descends, je prends ma voiture, je vais chez moi. Je vais au travail, j'amène les enfants, etc.
Il y a un tram juste à côté. Et en fait, le tram, il irait même plus vite que la voiture parce qu'il n'y a pas les bouchons. Mais j'ai l'habitude. Et cette habitude-là, psychologiquement, une habitude, c'est quoi? Ben, c'est une façon de fonctionner qui me permet de faire autre chose pendant que je fais quelque chose. Toc, 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 et je peux parler en même temps pendant que je fais mon mouvement. D'accord? Et ces habitudes-là sont profondément enracinées dans nos comportements quotidiens. C'est un des facteurs, je pense, les plus importants qui va contre la nécessité de changer. C'est trop fatigant, on travaille, on a les enfants, on se déplace, il y a le stress, l'angoisse. Autre chose qu'on sait en psychologie, c'est qu'une grosse partie de la population, environ 80%, voit l'impératif ou la nécessité de changer comme étant un stress et une source d'angoisse. Ça fait paniquer le changement. L'idée même de changer, donc déjà, ça commence mal. Et il y a un petit pourcentage qui, lui, trouve le changement un défi, une excitation, etc. Il n'y a pas personne d'indifférent, sauf les très déprimés au changement. D'accord? Ensuite, il y a les facteurs économiques. Pour changer, il faut avoir la capacité. Alors là, bientôt, Agronome, il risque, je vous l'annonce tout de suite, il risque probablement d'y avoir des mesures contre les diesels parce qu'on dépasse les seuils de pollution, et de manière énorme. Sauf que pour être capable de changer de voiture, il faut avoir le pognon pour l'acheter. D'accord? Même chose, hein, pour avoir logé dans des appartements HQE, s'il n'y a pas une politique sociale, ben, c'est pas à la portée de n'importe qui de vivre dans un appartement qui, dans 20 ans, va me coûter beaucoup moins cher parce que l'énergie, etc., etc. Mais maintenant, je ne peux pas. D'accord? Et en France, un petit truc spécial, les plans climat-énergie territoriaux, obligatoires à partir de 2012 pour toutes les communautés, regroupements, etc., de plus de 50 000, ont un volet adaptation obligatoire. Il n'y a personne qui sait comment faire. Donc là, il y a un appel à recherche, un appel à réflexion qui est énorme en ce moment là-dessus. Alors, ce qui concerne l'énergie, hein, dans les pièces aux économistes et aux ingénieurs, j'aime bien faire ça, moi, travailler avec eux. À chaque fois qu'ils me parlent d'acteurs et de mots économicus et de rationalité économique, je leur dis wow, la rationalité économique n'est qu'une rationalité parmi d'autres. Elle fait partie d'un tout de plusieurs rationalités qui sont liées aux perceptions de liberté, de confort, de qualité de vie, d'habitude, de comportement, etc. C'est un facteur parmi d'autres et ce n'est pas toujours le facteur déterminant dans la décision de quel type d'énergie on va utiliser. Si je mets du photovoltaïque ou pas, si j'utilise une voiture hybride ou pas, si, etc., etc., etc. Quel mode de transport j'utilise le matin quand je vais au boulot? Le prix, désolé, ça coûte, rationnellement, coûte beaucoup plus cher de prendre la voiture que de prendre le transport en commun. Désolé, mais il y a plein de gens qui continuent à favoriser la voiture sur le transport en commun, même si le temps de déplacement est égal. Donc, il y a tout ça qui joue. Une petite explication sur l'effet rebond, j'adore. Et là, on rentre vraiment dans la dimension sociologique des choses. L'effet rebond, c'est quand on installe, par exemple, des ampoules basse consommation. Et là, on se dit, ah, mais c'est cool, ça va me coûter 30% moins cher. Donc, j'allume 24 heures sur 24. Et à la fin de l'année, ça me coûte beaucoup plus cher. Ce n'est pas anodin. En 2005-2006, le gouvernement, et avec les mairies de Londres, avec le gouvernement britannique, on fait une grosse opération pour améliorer le confort thermique de plusieurs centaines de ménages à Londres. Alors là, ça veut dire chauffage central, isolation, etc. À la fin, donc un an après les travaux, 30% d'économie sur la facture de l'énergie, hein, ce qui n'est pas rien. Un an après, 10% au-dessus de ce qu'il était avant les travaux. Pourquoi? Parce que les gens qui avaient gardé à 19 degrés pendant un an, ensuite aux travaux, avaient effectivement fait des économies importantes. Ils se sont dit, waouh, ça ne coûte rien. Alors, ils ont monté le chauffage en moyenne à 23-24. Donc, ils ont dépassé leur seuil. Quand ils étaient froids, qu'ils faisaient. Et les gaz de schiste là-dedans? Ben, ce qu'on pourrait faire, en fait, avec une étude climato-énergétique du gaz de schiste, ce serait de combiner à la fois le type de réflexion qu'on a vu ce matin sur les impacts environnementaux évalués, biologie, chimie, etc. Mais ce n'est pas parce qu'on a des impacts évalués ou même des certitudes, qu'on peut avoir des certitudes scientifiques, que ça va avoir un effet sur les oppositions au gaz de schiste. On peut très bien démontrer par A plus B qu'en fait, ce n'est pas si dangereux que ça. Il y a un certain groupe des opposants qui ne changeront jamais. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une constatation de fait. Okay? Donc, il faudrait tout d'abord avoir une idée justement des impacts environnementaux, biologie, chimie, hein, sciences dures.
mais avec une étude intégrée, une étude à ça, une étude SHS sur les oppositions. Quels sont les acteurs qui, en fait, mènent le mouvement? Qui en font partie? Quel type d'arguments ils utilisent? Des arguments scientifiques, des arguments éthiques, des arguments de principe de précaution, d'incertitude. C'est quoi leur vision du monde? Est-ce qu'ils sont écolos par ailleurs? Très probablement, mais pas nécessairement. Il y a énormément d'associations écolos qui surgissent face à un grand projet. Et dès que la décision du projet a été prise, que ce soit de le mettre en œuvre ou pas, l'association disparaît. Donc là, on peut se douter un peu de la profondeur écologique des gens qui ont donné naissance à cette association. Et ensuite, justement, on peut faire une analyse des discours, puis une analyse des représentants que ces acteurs, des représentations que ces acteurs-là, les opposants, entre qu'est-ce qu'ils comprennent de la science et de quoi ils en parlent. Je vais finir avec une anecdote. On a ce qu'on appelle des conférences de citoyens. Alors, une conférence de citoyens, c'est quand on ramène une trentaine de personnes, plus ou moins représentatives de la population générale, et on va les revoir plusieurs fois. Ça peut aller jusqu'à 10 fois, 12 fois. On les enferme dans une salle pendant un week-end, et là, il y a des experts qui viennent pour traiter, par exemple, la question des OGM. C'est un exemple. Et on s'arrange, en fait, pour que les experts qui viennent soient à la fois pour les OGM, contre, mais aussi les incertains, pour que les gens dans la salle puissent se faire une idée. Et ils travaillent là-dessus pendant plusieurs semaines. Ils vont se revoir, et à la fin, ce groupe est censé donner ses propositions pour l'aide à la décision. Alors, nous, on a des sociologues qui accompagnent ces groupes-là qui disent, bon, ben, quelle était votre opinion sur les OGM? Et ensuite, on les écrit et on suit chaque membre individuel avec une série de questions qu'on répète au début, en milieu et à la fin. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que ceux qui sont mordicus pour les OGM sont aussi fortement mordicus pour les OGM à la fin. L'opinion ne change pas malgré le niveau de connaissance qui lui a beaucoup évolué. Ceux qui sont contre les OGM continuent d'être contre les OGM à la fin aussi. Ça ne change pas. Pourtant, ils ont reçu la même information. La différence, c'est que les deux groupes sont beaucoup plus informés, beaucoup plus argumentés et beaucoup plus subtils dans leur façon de présenter leurs arguments. Et ensuite, il y a le groupe dans le milieu qui, lui, ne sait pas. Alors, dans certains cas, il continue à avoir un niveau d'incertitude. Oui, je vois les bons côtés, mais je vois aussi les mauvais côtés. Et ensuite, il y a certains individus qui vont se déplacer vers les contre ou vers les pour. Encore une fois, c'est une illustration très forte que connaissance scientifique et opinion, valeur, représentation ne concordent pas, nécessairement. Et une fois ayant dit ça, ben, est-ce qu'on peut dire que parce qu'on dit à quelqu'un c'est quoi la réalité scientifique d'une chose, que les changements de comportement vont suivre? Il y a un décalage, il y a un deuxième décalage là à remplir. D'où, en sciences politiques, préconisation de politique publique, etc., c'est de dire, une fois qu'on a compris les obstacles au changement, sous toutes leurs formes, les obstacles logistiques, économiques, les inégalités écologiques, les inégalités sociales, une fois qu'on a compris le poids des habitudes, des valeurs et de représentation, on peut commencer à faire de la politique publique un peu plus intelligente et subtile et stratégique. Plutôt que de faire de l'imposition et de la coercition, qu'on peut simplement faire de l'incitation, ça ne sert à rien et en plus c'est contre-productif. Il y a parfois, il faut arriver à des obstacles irréductibles où là, on ne peut plus bouger. Là, c'est de la coercition, parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Merci.